Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour la première analyse de mes parties du championnat de France qui vient de se terminer à Albi, magnifique petite ville du sud-ouest de la France qui a su charmer le gros millier de joueurs et de joueuses. Alors on va pas commencer par ma partie de la première ronde que j'ai perdue contre le Amy Christopher Debray avec les Noirs parce qu'il n'est pas très intéressante. J'ai gaffé une pièce au 15e coup et ensuite si la partie a duré jusqu'à la finale, il n'y a jamais eu de suspense. On va plutôt voir ma partie de la deuxième ronde contre un autre maître international où j'ai encore eu les Noirs, deux Noirs pour les deux premières rondes. J'ai affronté le maître international du club de Chartres, Victor Stéphan. Il m'a joué des 4, j'ai répondu par D5, C4, un gambit dame, refusé par E6 et après cavalier C3, le petit coup A6. À l'époque, on appelait cette variante la variante Janowski du gambit dame, en référence aux grands joueurs français de la fin du 19e et début du 20e siècle. Mais maintenant, on l'appelle plutôt la variante Magnus Carlsen, en référence au champion du monde qui a redonné à cette variante une popularité au plus haut niveau. Alors ça peut paraître un coup étrange, donc on va s'y attarder un petit peu. L'idée du coup A6, c'est principalement de menacer des princes C4 et ensuite de défendre le pion par B5. Par exemple, un coup de développement naturel comme cavalier F3 est déjà mauvais ou au moins douteux parce que les noirs peuvent prendre un C4 et sur E4, les blancs menacent de regagner le pion et d'être positionnellement gagnant avec un développement extraordinaire et deux pions centraux, mais les noirs s'accrochent au pion par B5. Et donc cette variante ne va pas et du coup les options blanches sont déjà limitées. Un autre intérêt du coup A6 comparé par exemple au coup C6, qui lui aussi menace de prendre un C4 et de descendre le pion par B5, c'est justement que le pion est encore en C7 et dans beaucoup de variantes, il va pouvoir aller en C5 en un seul coup. Il y a même des avantages un peu plus cachés. Par exemple, le coup C6 affaiblit la case D6, alors c'est pas évident, mais le coup A6 n'affaiblit rien. Donc par exemple, après C6, une grande variante très dangereuse contre cette semi-slave, c'est le gambit par E4, le gambit Marshall par E4, D prend E4, cavalier prend E4, fou B4 échec, et ici le coup fou D2 donne un pion central, dame prend D4, fou prend B4 et dame prend E4 échec. Les noirs ont un pion de plus, les blancs continuent à sacrifier du matériel par fou E2, invitant dame prend G2, mais on voit que toute l'idée des blancs, c'est de jouer après dame D6 avec des énormes menaces sur les cases noires. Tout ça, c'est à cause du coup C6. En revanche, après A6, la variante E4 n'est pas du tout dangereuse parce qu'on peut prendre prise fou B4. Et si les blancs essayent de gambiter le pion, bah, on accepte tranquillement le gambit. Et vu qu'il n'y a jamais de dame D6, les noirs n'ont aucun problème, ils ont juste un pion de plus. Donc voilà, en bref, les idées derrière le coup A6. On comprend donc que le coup critique, c'est de prendre en D5, obtenant une structure dite Carlsbad, en référence au tournoi de Carlsbad 1924, je crois. Pas certaine de ça, mais c'était au début du siècle où il y a eu énormément de gambit dame avec C prend D5, E prend D5, et donc cette structure de pion. Et donc le coup A6 est utile dans ces positions, souvent pour limiter déjà l'attaque de minorité blanche qui va venir. Donc c'est pas du tout une perte de temps, c'est un coup utile. Et parfois, selon comment les blancs se développent, on peut même envisager le coup C5. Et après D prend C5, fou prend C5, on aura une position avec pion D isolé, dans laquelle le coup A6 est utile, notamment pour donner des cases de retrait au fou. Donc c'est pas forcément un coup plus utile que C6, mais c'est quand même pas une perte de temps. Dans cette position, les blancs ont deux grands coups, cavalier F3 ou fou F4, c'est les deux coups de développement les plus naturels. Après cavalier F3, les noirs peuvent jouer cavalier F6, mais ça autorise le clouage par fou G5. Mais c'est tout à fait jouable. Au plus haut niveau, deux autres coups ont été tentés par les noirs. L'ultra provocateur H6, avec l'idée d'empêcher fou G5 et de poursuivre par cavalier F6, fou D6, froc, etc. et développement facile. Évidemment, ça se fait au détriment du développement, donc les blancs ont des idées ultra actives comme dame B3, puis E4,
en mode gambit, voire sacrifice, pour punir le retard de développement des noirs, mais c'est tout à fait jouable. Une autre idée, c'est de jouer C6 pour répondre à fou G5 par fou E7 et l'échange des fous. Et donc dans les deux cas, les noirs établissent une structure très solide et ils veulent se développer ensuite, par exemple en 4 fou F4, on va jouer fou D6, échanger le plus de pièces possible et obtenir l'égalité, peut-être relative. Les blancs en général restent du bon côté de l'égalité pendant très longtemps, mais les noirs finissent par égaliser. Donc ça c'est cavalier F3. Sur fou F4, en général on joue cavalier F6. Le fou pourrait venir en G5, mais au prix d'un tempo, donc c'est moins dangereux. Et après E3, on peut tout à fait jouer fou D6, me lasser d'échanger les pièces, enfin me lasser avec des guillemets d'échanger le plus de pièces, et là aussi de finir par égaliser. Mais Victor m'a joué un troisième coup, Dame B3, bien moins joué. L'idée est de mettre la pression sur le pion D5 et aussi sur le pion B7 afin de limiter le développement du fou C8, qui est la pièce problématique dans tous les gambits dames refusés. J'ai répondu par le coup C5, qui est le coup critique, vraiment la variante critique de Dame B3. Alors, ça peut paraître étrange de laisser le pion D5 doublement en prise, mais ça force vraiment les événements. Alors, il m'a joué Dame prend D5, je pense que cavalier prend est vraiment la variante la plus dangereuse. Et ici, le coup c'est cavalier C6, après quoi il y a bien des complications. Les noirs vont avoir souvent un avantage de développement en échange d'un pion, ou alors les blancs vont redonner le pion. Alors il y a des variantes possibles comme fou G5, après quoi on joue donc fou G5, le fou n'est pas en prise parce que Dame prend G5, cavalier C7 échec gagne la partie. Après quoi les noirs jouent cavalier E7, ici cavalier B6 est possible, et on voit que ça promet des grosses complications qu'il vaut mieux avoir révisé avant la partie si on veut s'y aventurer. A priori c'était pas le cas de Victor, et donc il a hésité entre les deux, et il a choisi le plus prudent, Dame prend D5, qui permet aux noirs de rétablir l'égalité matérielle par ses prend D4. Les blancs échangent les dames par Dame prend D8, Roi prend D8, et les noirs sont déroqués. Évidemment, c'est bien moins grave maintenant que les dames sont échangées. Et ici, le meilleur coup, c'est cavalier D5, qui n'a pas été joué par Victor. Après cavalier D5, la théorie et la pratique continuent par fou E6, cavalier F4, menace d'échanger le cavalier contre le fou, ce qui pourrait être grave, surtout que le roi noir est au centre. Là, si les blancs pouvaient poursuivre par fou D2, grand roc, prendre la paire de fous à un moment, et ensuite ouvrir le centre peut-être en développant l'autre fou, on risque de se retrouver avec une position où les blancs ont la paire de fous, une position ouverte, avec la paire de fous pour les blancs, le roi noir au centre, ça pourrait être très dangereux. Mais ici, il y a un bon coup, c'est fou B4 échec, qui force l'échange des fous, et le bras blanc se retrouve lui aussi au centre, mal placé. Donc c'est une finale qui a été jouée par notamment avec les blancs, le très grand théoricien Vidit, le plus de 2700 indien. Donc s'il est rentré volontairement là-dedans, c'est qu'il considère que c'est pas du tout égal, mais l'avantage blanc est quand même limité. D'ailleurs, il n'avait fait que match nul contre un joueur moins bien classé. Donc ça, c'est la grande variante pour les blancs. Victor m'a joué cavalier E4, qui est moins précis. J'ai répondu un peu dans la même veine par fou F5, gagner un tempo sur le cavalier. Après cavalier G3, j'ai joué fou B4 pour là aussi échanger les fous et forcer le roi blanc à se déroquer, donc pas permettre fou D2 grand roc et l'attaque sur le roi noir. Donc j'ai fait échec, il m'a fait fou D2, j'ai pris, il a pris, et ici, premier gros choix de la partie, est-ce qu'on met le fou en G6 ou en E6? Alors j'ai choisi E6, et je vais vous expliquer pourquoi. Après fou G6, ce que j'aimais pas, c'était le coup H4, qui force les noirs à répondre par H5, et ce fou, bah déjà il tape sur rien. La position du pion H5 avec le fou en G6 rend toute cette aile roi un peu précaire. On peut imaginer un jour un cavalier H3 venir en F4
et mettre la pression sur tout cet édifice, donc un peu branlant. Donc par exemple, on peut imaginer du E3 ici, prise, roi prend, sur cavalier F6, un petit coup de tour D1, et sur roi C7, les noirs menacent tour E8, mais le roi blanc se crée une cachette, et ensuite il va jouer cavalier H3, cavalier F4, et j'avais pas trop ça pour les blancs, et on voit aussi, ouais, ce que je disais tout à l'heure, le fou noir qui tape dans le vide. Donc à la place, j'ai choisi fou E6, qui met toujours la pression sur le pion A2, donc si la tour veut jouer, sûrement qu'il va devoir perdre un temps avant à bouger un des deux pions. Et ici on voit le problème du cavalier G3, c'est que les blancs auraient préféré pouvoir jouer G3 fou G2, ce qui était le cas dans la variante avec cavalier D5, comme le cavalier était parti en F4 et non pas en G3. Donc c'est juste une moins bonne version pour les blancs de la variante théorique avec cavalier D5. Cela dit, ça reste tout à fait égal. L'ordinateur, là, il donne plus 0,20 pour les blancs. Il n'y a pas de souci encore. Mais c'est clairement pas optimal pour les blancs. Là, une variante un peu critique, c'était cavalier H5, qui met la pression. Alors, c'est bizarre de rejouer encore une énième fois ce cavalier. Mais ça menace cavalier prend G7. Donc, ça force G6. Et après cavalier F4. Évidemment, j'étais assez sereine, vu qu'on a le même genre de position où le cavalier et le fou d'ailleurs ont perdu chacun des temps. Donc ça ressemble vraiment à la théorie. J'aurais joué cavalier C6 et c'est plus ou moins une transposition. Alors, je pense pas que ça change grand chose que le pion soit en G6 plutôt que G7. Mais Victor m'a joué cavalier F3, je me suis développé par cavalier C6, cavalier G5, donc ça ressemble, mais il aurait mieux valu que ce soit ce cavalier qui s'échange contre le fou. Je me suis développé par cavalier F6, il m'a joué E4, E3 serait revenu sûrement au même, parce que dans tous les cas, j'ai pris en E3, et ici, roi prend E3 était trop risqué. Le roi blanc est bien moins placé que le roi noir. On peut tout de suite en profiter par des coups comme tour E8 ou même cavalier G4 qui sont hyper dangereux. Par exemple sur roi F3, on a l'autre cavalier qui peut venir en D4 et bon courage pour s'en sortir. Donc ça va pas du tout. Donc F1 3 cassant la structure était forcé. Et ici c'était possible de défendre le fou soit par le roi, soit par la tour. Moi j'ai choisi roi E7. Tour E8 était possible, mais après cavalier prend. Le seul intérêt d'avoir joué tour E8, c'est de poursuivre par tour prend E6. Mais après fou C4, ce fou est bien placé. Il met la pression, il attaque la tour évidemment, mais il met la pression derrière sur le pion F7. Et on n'a pas vraiment envie de répondre tour E7 parce qu'il y aurait toujours du cavalier F5 à venir. Donc j'ai choisi roi E7 et après cavalier prend E6. Roi prend E6 c'est là aussi trop dangereux. Structurellement, c'est ce qu'on voudrait, garder ces deux îlots de pions contre les trois blancs et donc jouer sur le pion E isolé sur la colonne ouverte. Donc structurellement, c'est parfait. Mais au-delà de la structure, il y a l'activité des pièces. Et ici, il y aurait fou C4 échec. Sur E7, il y a du coup cavalier F5 échec qui pose problème, qui gagne vraiment l'initiative. Alors les noirs ne perdent pas encore de matériel, mais les blancs ont beaucoup de jeux en échange de la mauvaise structure de pion. Et pendant un temps, j'ai regardé roi E5 qui est à sacrifier le pion, parce que si les blancs le prennent tout de suite, les noirs obtiendraient une belle activité avec tour F8, cavalier bouge, etc. Et le roi potentiellement sur une magnifique case centrale. Mais ici, les blancs ne sont pas pressés de le prendre, ils vont d'abord jouer un coup comme tour F1. Et le roi noir est peut-être plutôt mal placé, dangereusement placé, plutôt que activement placé. Donc par roi prend E6, et j'ai joué F prend E6, qui rétablit une structure symétrique, et donc toute la conception blanche avec F prend E3 n'était pas si douteuse que ça. Ici Victor s'est développé le plus naturellement du monde par fou C4, et là j'ai joué un coup dont j'étais assez contente.
Euh, Déjà parce que c'est le meilleur coup, mais même pendant la partie, sans savoir que c'était le coup de l'ordi, j'étais assez contente de l'avoir trouvé parce que ça m'a demandé une longue réflexion, je pense au moins 20 minutes ici. Euh, les coups les plus naturels qu'on jouerait en blitz, ce serait un coup comme tour HD8 échec. On met la tour sur la colonne ouverte en faisant échec, quoi de plus naturel. On a une autre colonne pour l'autre tour. Donc c'est un peu le coup automatique, mais c'est pas du tout optimal. Ici, après cet échec, le roi vient en sécurité sur sa meilleure case en E2. Et si on joue cavalier E5, le fou va se cacher en B3. Si à la place on joue cavalier A5, le fou va se cacher en D3. Dans les deux cas, les noirs sont bien. Ils ont une position, si ce n'est petit avantage, au moins du bon côté de l'égalité. Mais il n'y a pas de problème fondamentaux pour les blancs. Et donc, à la place de ce coup naturel ou d'autres coups qui reviendraient plus ou moins au même, comme cavalier E5 tout de suite, cavalier A5, tour AD8 échec ou tour AC8, voire même tour HF8, tous ces coups qui sont un peu automatiques, j'ai joué le coup H5, très concret, très forçant, très en mode je prends l'initiative, et les blancs sont déjà beaucoup moins bien en fait. L'idée c'est évidemment de jouer H4, de chasser ce cavalier, potentiellement d'aller jusqu'en H3, avec ce fameux pion éclaireur, puis bon, la poussée H5, H4 qui, que, que Alpha 0 nous a appris qu'elle était bonne dans quasiment toutes les positions. Après H5, il faut évidemment se demander qu'est-ce qui se passe en cas de H4. Est-ce que ça favorise les blancs ou les noirs, ces coups symétriques? Mais si ça favorise nettement les noirs parce que on a le coup tour H6. D'ailleurs, plutôt que tour H6 tout de suite, qui est bon, il vaut mieux commencer par cavalier E5 pour éviter qu'il y ait du fou D3 après tour G6. Donc on chasse le fou en B3 et maintenant tour H6. Et là, ça devient très très difficile pour les blancs. Peut-être que le seul coup pour résister encore, c'est de jouer fou C2. Mais on voit que les noirs ont pris l'initiative. Il y a des coups comme cavalier C4 échec. Il y a des coups comme tour G8 suivi de G5 pour ouvrir quand même cette colonne G. Et les noirs ont un énorme avantage. Donc à la place, après H5, Victor a joué Roi 2, autorisant la poussée du pion en H4, mais j'ai joué d'abord cavalier E5. Là aussi, j'étais assez contente d'avoir trouvé ce coup, parce qu'en fait, sur H4, cavalier F1, après cavalier E5, les blancs ont en plus de pouvoir bouger le fou, l'idée cavalier D2. Et donc, plus précis, c'est de commencer par cavalier E5, forcer fou B3, et ensuite seulement de jouer H4, cavalier F1, et donc les blancs n'ont pas eu la possibilité préférable de défendre le fou par cavalier D2 plutôt que de devoir le bouger. Et donc on continue l'initiative en jouant H3. Évidemment, en cas de prise, tour prend H3, non seulement le pion H2 est faible, mais aussi le pion E3. Il va y avoir cavalier G4 qui tape sur ces deux pions faibles. Et ensuite, l'autre tour va rentrer en jeu, soit par F8 puis F3, soit tout simplement par H8. Donc ça n'irait pas du tout pour les blancs. Victor m'a joué tour G1. Ici, j'ai joué cavalier G4. Et malheureusement pour les blancs, ils peuvent pas jouer un coup comme tour C1 pour chercher de l'activité parce que les noirs ont tour F8 tout simplement, suivi de tour F2 échec imparable, et ça met fin tout de suite à la partie. Après, une fois que la tour 1 F2, toute la seconde rangée est perdue chez les blancs. Et donc malheureusement pour Victor, là il est obligé de prendre en H3. Donc ça retranspose dans ce qu'on voulait pas avoir. Après tour prend H3, on voit que et la tour et le cavalier G4 tapent sur les faiblesses des blancs, et l'autre tour à 8 est prête à s'activer soit en H8 soit en F8. Donc la position est déjà vraiment gagnante pour les noirs. Victor a joué tour C1 pour trouver du contre-jeu, tour F8, tour C7, roi D6, tour prend G7. Et donc là, je savais que j'étais totalement gagnante. Et je voulais vraiment pas gâcher cette partie parce que là on est au 25e coup et je peux pas mieux jouer que ça pendant 25 coups.
Donc là, je suis en train de faire la partie parfaite et la position ressemble vraiment à les noirs joués gagnent. Petit exercice. Par exemple, tour prend H2 échec est très tentant. Après cavalier prend H2, forcé. Tour F2 échec. En cas de roi E1, c'est mat en deux coups. Cavalier D3 échec, roi D1, cavalier prend E3. Donc quand on commence à voir ce genre de variante, on se frotte les mains et on se dit qu'on est en train de jouer son immortel. Malheureusement, après tour F2 échec, le roi s'enfuit un peu miraculeusement. Ça serait mat forcé si les blancs avaient une tour en 1, mais ici il y a roi D1, cavalier prend E3 échec. Bon, pas roi E1, cavalier D3 mat évidemment, mais roi C1, cavalier D3 échec, roi B1, tour prend B2 échec. Et donc le roi vient se cacher en 1 et on voit l'importance du fou qui empêche cavalier C2, échec et mat. Donc ici les blancs seraient même mieux. Pas gagnant parce que tour prend H2, mais bref, c'est pas les noirs qui jouent pour le gain. Donc tour prend H2 ne marche pas. Un coup comme tour prend E3, c'est les mêmes variantes. Après cavalier prend E3, tour F2 échec, par roi E1, c'est mat en 2, mais donc roi D1 et le roi s'enfuit de la même manière jusqu'en 1. Donc on est à chaque fois à deux doigts de forcer le mat, mais il y a des petits miracles qui sauvent les blancs. Ici, des autres coups candidats, c'est genre cavalier prend H2, mais c'est pas très clair après cavalier G3. Il y a égalité matérielle et c'est un joyeux bazar. Parfois, le roi noir peut lui aussi se retrouver en danger. Donc attention quand même. Moi, j'ai joué tour F2 échec qui force roi D1 sur roi E3. Il y aurait simplement juste cavalier F3 échec par exemple. Roi D1 et tour F3 maintenant. À la place, le gain de l'ordinateur s'obtenait par tour HF3. Ne pas faire échec tout de suite. Et ici, deux variantes principales. Tour prend G4, on répond simplement cavalier prend G4, prise en G4 et tour prend F1, qualité de plus et une finale totalement gagnante pour les noirs. Et après tour F3, en cas de cavalier G3, ici on joue tour prend E3, roi D1, cavalier F2 échec, donc c'était cette variante qui était vraiment la plus difficile à calculer. Sur roi C2, l'ordinateur tranquillement joue cavalier F3 échec et fait comprendre que la tour n'a pas de bonne case. Par exemple, si elle va en F1, maintenant on joue juste tour C8 échec, roi B1, cavalier D2 échec, on gagne le matériel et la partie. Et sur un coup comme roi D2 qui attaque cette tour, l'ordinateur joue tour prend B3, après B3 et cavalier F3 échec, et les noirs vont émerger avec une pièce de plus. Donc ça c'était le gain, clair et net. Tour F3, tout de suite, après quoi les noirs sont totalement gagnants. Pas simple à voir, surtout quand il y avait d'autres coups candidats. Mais donc quand même quelques regrets parce que ça aurait été une très belle partie. Après tour F2, j'avais vu qu'il n'y avait pas de gain net, mais j'avais vu que je pouvais émerger avec un pion de plus. Et donc Victor a joué roi D1, évidemment c'est forcé par roi 1 cavalier F3 comme je l'ai dit, roi D1, donc là aussi il y a plusieurs coups très tentants. Cavalier prend E3, ça en fait partie, mais rien n'est clair, bizarrement. Tour prend E3, juste tour prend B7 par exemple, et le roi blanc, même s'il est dans les courants d'air, menacé par les deux tours et le cavalier noir, résiste à l'attaque. Donc ça ne gagne pas. Cavalier prend H2, c'est cavalier G3, et même genre de variante. Donc j'avais vu l'idée de tour F3. Alors ce que j'avais pas vu, et mon adversaire non plus, c'est le coup miracle de l'ordinateur. Ici, il dit que les blancs égalisent presque par tour prend G4. Et après cavalier prend G4, non pas tour prend G4, tour prend F1 échec, qui gagne évidemment, mais incroyable cavalier D2. Alors bon courage pour voir ça. L'idée c'est d'attaquer cette tour tout en continuant à attaquer le cavalier G4. Bon, on se dit mais il y a juste cavalier prend E3 échec, mais après roi E1 rien n'est clair. Parce que par exemple sur un coup comme tour F4 qui contrôle la case E4 et donc empêche cavalier E4 échec, se dit-on, mais en fait pas du tout. Après tour F4, les blancs égalisent en jouant quand même cavalier E4 échec, et après tour franc, roi prend F2.
Bon, si je vous avoue que si Victor avait joué tout ça, je l'aurais quand même soupçonné d'avoir une petite aide extérieure. Non, c'est vraiment juste impossible pour un humain de trouver cette variante en partie réelle sans savoir qu'elle existe. Donc après tour HF3, euh, il m'a joué cavalier 3. Et ici, j'ai joué tour prend B2. Plus simple, d'après l'ordinateur, c'était cavalier prend E3, roi C1, cavalier D3 échec, roi B1, tour prend B2 avec le même genre de variante, mais sans avoir eu besoin de sacrifier une tour. Et donc ici, tour prend H2. Et bon, c'est pas si clair encore, mais pour l'instant, il y a deux pions de plus pour les noirs quand même. Après, c'est peut-être pas si clair parce qu'il y a des coups comme cavalier E4 échec sur roi E5, cavalier G5, le pion aussi s'est attaqué, la tour F3 aussi. Bon, l'ordinateur donne juste tour F6 et dit que les noirs sont gagnants, ce qui est le cas. Même s'il aurait fallu attendre le 40e pour être certain, il y a encore des coups comme cavalier F7 échec par exemple, etc. Mais c'est bien gagnant. Donc ça, c'est un gain relativement facile que j'ai raté encore. Bon, le première égalisation que j'ai permise était vraiment introuvable pour un humain, donc c'est pas si grave, même si d'un point de vue théorique, je suis passé de gagnante à nul. Et donc ok, après cavalier G3, j'ai joué tour prend B2. J'avais vu que ça gagnait pas en force, mais que je pouvais émerger avec un pion de plus. Mais cela dit, c'est vraiment encore un petit miracle que ça gagne pas en force. Euh, L'idée c'est de jouer cavalier prend E3 échec et cavalier D3 échec et mat maintenant que la tour B2 coupe le coup roi C1, roi B1. On coupe le roi sur C1. Mais donc il y a cavalier E4 échec, roi C6 et tour prend G4 est forcé. Après cavalier prend G4, les blancs peuvent pas reprendre à cause du mat. Mais ici le petit coup que j'avais anticipé mais qui est quand même vraiment miraculeux pour les blancs, c'est roi C1 qui attaque la tour intermédiaire, empêchant donc les maths et avant de reprendre en G4. Donc ici, je vais tour prendre B3, A prend B3, et là, je sais pas pourquoi, c'est très difficile. En fait, j'étais un petit peu en tilt parce que j'avais compris que j'avais gâché cette partie qui était très belle et bien jouée. Mais évidemment, je dois juste prendre en H2. Les noirs ont un pion de plus, d'excellentes chances de gain. Par exemple, après tour 1, tour F1, on peut échanger les tours. Et cette finale de cavalier est probablement gagnante. En tout cas, aucun risque évidemment pour les noirs et d'excellentes chances de gain. Donc c'est très étrange que je n'ai pas pris en H2. J'ai perdu un peu toute lucidité. Penser que cavalier prend E3 donnait plus de chances de gain, sans même penser à cavalier G5 qui attaque la tour, attaque le pion E6, et en fait c'est déjà égal. Après tour F2 pour contre-attaquer sur H2 et couper le roi sur la seconde rangée, un petit coup précis de la part de Victor, tour E1 qui attaque le cavalier E3 et veut prendre un E6 avec la tour en faisant échec pour avoir le temps de sauver le pion H2. Donc ici c'est juste égal maintenant. Donc j'ai vraiment gâché cette partie qui était belle. Désolé. Cavalier D5. Tour prend 6 échec. Je peux même pas aller en B5. Enfin, je peux, hein, mais après tour E5, je suis obligé de retourner en C6. Et c'est le match nul après tour E6 échec. Là j'étais encore en mode tant pis, allez, je prends les risques et je joue pour le gain. Roi D7. Tour H6. Cavalier C3. Active le cavalier et prépare l'avancée des pions de l'aile dame. Potentiellement un réseau de maths un jour, hein, si on a les pions qui avancent, et par exemple ce pion qui vient en B3, on aurait le joli tour C2 échec et mat. Mais évidemment, c'est vraiment, on est dans le rêve et pas dans le calcul de variantes. Tour H3 maintenant, gagne un tempo sur le cavalier, cavalier A2 échec. Roi D1 pour s'enfuir quand même de tous ces réseaux, hein. On peut imaginer aussi B5, B4, cavalier C3 échec si le roi était venu en B1 et le roi blanc toujours maintenant des réseaux au moins d'échecs perpétuels, voire peut-être de maths.
Donc s'enfuir vers D1, c'est quand même bien plus naturel. B5 maintenant, roi E1 pour chasser la tour, tour B2 pour mettre la pression sur le pion, petit coup d'échec, roi C6, à nouveau un échec, roi D5 et on vient d'atteindre le 40e. Donc la position est juste égale. Après tour prend A2, tour prend H2, les blancs ont quasiment aucun risque. Alors c'est les noirs qui sont du bon côté de l'égalité parce que le bras blanc est coupé, mais en vrai c'est juste nul. Et au pire du pire, les blancs vont sacrifier le cavalier sur le pion et la finale au roi tour contre roi tour cavalier est nulle relativement facilement. Mais Victor a joué H4 qui indique qu'il est prêt à prendre des risques pour jouer pour le gain. Donc bravo. Bon, là, autant les coups précédents, avant le 40e, j'étais encore en mode, bah, allez, je prends les risques et je joue pour le gain parce que je m'en veux d'avoir gâché cette belle partie. Là, je me suis dit, allez, on va mettre fin à la comédie et trouver une nulle forcée. Évidemment, on peut, on peut jouer des coups comme A5 et puis prendre des risques, pousser chacun de son côté et voir qui gagne la course. Alors, d'après l'ordinateur, évidemment, personne, mais là, les deux joueurs prennent vraiment des risques de perdre. À la place, je me suis dit, allez, je force la nulle, donc je vais tour B1 échec, un roi F2, tour B2 échec, roi G3, seul coup pour tenter de gagner, hein, sinon c'est juste échec perpétuel. Tour prend B3 est risqué, après roi G4, et bon, certes, les noirs ont un pion de plus, mais le pion H4 est plus dangereux que les pions noirs. Et donc, mon idée, c'était de jouer cavalier C3, et le cavalier va venir s'échanger en E4, et la finale de tour, comme toutes les finales de tour d'après Tarrasch, est nulle. Donc tour prend A6, cavalier E4 échec, roi F4, prise en G5, H prend G5, avance le pion, mais tour prend B3, c'est totalement nul. Pourquoi parmi toutes les possibilités, la plus simple, et celle que les noirs auront toujours, les blancs ne peuvent pas l'empêcher, c'est que cette tour vienne sur la colonne G, puis plus tard se sacrifie contre le pion G une fois qu'il sera trop dangereux, et les noirs avec roi et pion contre la tour, roi et pion qui auront avancé d'ici là, forceront l'échange de la tour blanche contre le pion une fois que lui aussi sera trop avancé. Donc victoire à G6, tour B1 pour aller en G1 évidemment, petit coup de tour B6, roi G4, et c'est un coup qui aurait pu être piégeur à tour E6, mais en fait tout fait nul. Alors ça aurait pu être piégeur quand même, donc il faut faire attention aux idées de l'adversaire, surtout quand c'est un coup qui paraît un petit peu artificiel. Hein. Quand c'est un maître qui le joue, c'est souvent quand même qu'il y a une idée derrière la tête. Ici, le coup le plus naturel des noirs, tourgien, ne perd pas, mais c'est vraiment tombé dans l'idée des blancs, qui est joli. Tour E4 échec, et par exemple sur roi C5, tour E5 échec, et la tour vient en G5, couper la tour, et ensuite le pion est très dangereux. Et ici, les noirs se prennent cette idée parce que sur roi C3 ou ailleurs sur la troisième rangée, tour E3 échec, suite tour G3, pareil, coupe la tour et le pion devient très dangereux. Et ici, alors en fait c'est match nul, mais il faut quand même faire attention. Par exemple, sur roi C5, tour E5 échec, si on joue roi D6, ça perd. Tour G5, prise, sur roi E7, roi H6, roi F8, roi H7, et on peut pleurer. En vrai, il suffit de jouer roi retour, et sur tour G5, on a encore tour F1 échec, suivi de tour F8. La tour va finir par se sacrifier sur le pion G, et on va faire match nul en forçant la tour blanche à se sacrifier à son tour sur l'autre pion. Mais bon, bien plus simple pour les noirs, c'est de même pas permettre cet échec en E4, et je joue d'abord tour F1 échec, roi G5, tour G1 échec maintenant, et après roi F6, B4, tour E4 échec, roi C3, tour E3 échec, roi C2, tour E2 échec, roi C3, on a convenu du match nul. Évidemment, il n'y avait rien à faire, hein. Si les blancs poussent leur pion, nous aussi,
et les deux tours vont devoir se sacrifier sur les pions respectifs. Donc voilà, j'espère que cette partie vous a plu. On va être amené à en voir d'autres de mon tournoi. Vu que c'est la rentrée, eh ben, je vous en profite pour vous rappeler que je suis entraîneur. Donc si vous voulez des cours avec moi, soit ponctuels, soit réguliers, vous pouvez me contacter avec les liens dans la description. Euh, je serai très content de vous aider dans votre progression. Et donc, si la vidéo vous a plu, laissez un petit like. Et vous pouvez aussi soutenir la chaîne sur Tipeee. Là aussi, les liens dans la bio et la description. Ciao!